ce webinaire proposé par la Graine Connective. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, en fait, on fait un clin d'œil à la Martinique et à la Guadeloupe puisque nous faisons intervenir des intervenants qui auraient dû être sur Grand Large. Donc l'événement qui devait se dérouler, malheureusement qui n'a pas pu se dérouler du 13 au 16 mai, donc la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, on accueille Jean-Yves Bonner et Flora Eliazor. Tous les deux font partie de la même société qui s'appelle Obsidian et qui est spécialisée en résilience notamment, mais je vous laisserai un peu plus développer l'activité d'Obsidian. Donc Flora, elle est chef d'entreprise, coach et spécialisée dans la transformation des organisations. Et puis Jean-Yves, il est chef d'entreprise aussi dans le BTP. Et il a eu à faire face à pas mal d'épisodes de résilience, notamment dus aux cyclones et aux tempêtes. Donc c'est pareil, je vous laisserai tous les deux un peu plus développer. Mais aujourd'hui, ils vont nous parler l'un et l'autre et ensemble de coopération et de résilience parce que finalement, on est en plein dedans avec le Covid. Mais en Martinique, peut-être plus qu'ailleurs, ils connaissent des épisodes de coopération et de résilience beaucoup plus forts et beaucoup plus fréquents. Et donc, c'est chouette de pouvoir bénéficier de votre témoignage et de vos apports. Voilà. Petit rappel, le webinaire est enregistré. On vous demande de couper vos micros si jamais il y a du bruit, etc. Ça passera mieux. Et puis voilà. Alors, j'ai quelque chose à vous dire aussi. Pour se mettre un petit peu en énergie comme ça, eh bien, on va commencer par faire un petit clin d'œil aux Antilles, puisqu'on devait être la semaine dernière en Martinique et en Guadeloupe. Je vais vous demander de vous lever et d'aller chercher des lunettes de soleil pour apporter le soleil près de chez nous. Vous avez 1 minute, pas plus. Excellent. Merci à tous de vous être prêtés à ce petit jeu. Excellent. Flora, Jean-Yves, je vous laisse la main. Merci Élise. Bonjour à tous. Alors, vraiment ravie d'être là avec vous pour ce webinaire. Mais sans plus tarder, moi, je laisse la parole à Jean-Yves. Jean-Yves, qu'est-ce que nous pouvons bien dire à toutes ces personnes qui nous rejoignent sur ce webinaire? On va d'abord dire merci à Germe, Flora, et puis donc aux adhérents de Germe qui nous reçoivent aujourd'hui chez eux, souvent. Et puis juste dire que sur aujourd'hui, Élise a présenté un peu la thématique qui va nous occuper pendant un petit moment. On va voir les choses sous l'angle du biomimétisme. Et en fait, on va beaucoup parler aujourd'hui de fourmis solidaires et inventives. Voilà. Donc, juste pour déflorer un petit peu le sujet. Voilà. Donc, je vais donc partager mon écran. Et donc, vous dire un petit peu que Obsidian, c'est une société donc, dans laquelle j'interviens avec Flora et aussi un troisième partenaire qui est Anissé, et qui est en fait un bébé de la crise, puisque c'est une société qu'on a créée dans, je dirais, la foulée de la saison cyclonique 2017, qui avait été particulièrement active sur les Caraïbes, et avec des événements assez marquants, comme le cyclone Irma sur les Saint-Martin, sur les îles du Nord, et puis Maria, plus près de nous, dans l'île de la Dominique, où j'ai des activités. Voilà, et puis donc c'est une société qui n'intervient pas que sur les risques d'origine naturelle, mais sur tout type de risque. Et notre volonté, c'est de donner aux organisations les moyens d'être plus résilientes et de faire face à tous ces risques qui, on le voit bien, se multiplient et sont très divers. On s'est fait rattraper il y a peu par un risque d'origine sanitaire, un peu brutalement. Donc voilà, c'est tout ça, tous ces risques qu'on veut traiter et qu'on souhaite faire profiter un petit peu de nos contacts, de nos savoirs aux organisations qui souhaitent donc travailler un peu avec nous. Alors, sur notre diapositive d'entrée, qui est donc avec le titre qu'Élise a déjà évoqué, donc passer de la crise en solitaire, ce que vous avez beaucoup d'entre vous
connu, vécu, avec des moments assez particuliers depuis 2 mois. Il y a vraiment cette résilience en solidaire avec un S à la fin. Et c'est vraiment l'objectif que nous vous recommandons d'atteindre le plus rapidement possible. Sur la photo de départ, alors, il y a 2 photos sur cette diapositive d'entrée. Une où on voit très bien des fourmis qui sont en train de construire un pont naturel. Et puis une deuxième pour laquelle je vous donnerai l'explication un petit peu plus tard. Voilà. Donc, pour démarrer, Flora, je te propose de nous ramener en 1660, 1660. Donc, faire un petit saut dans le passé, si tu veux bien. Oui, je veux bien. Alors, on va surtout voir si nos amis qui sont avec nous ont envie de passer de 1660 à 1900 quelque chose. 1900 quelque chose, un passage à l'école primaire pendant l'école dans laquelle vous avez sûrement non seulement appris, mais surtout récité par cœur La cigale et la fourmi, cette fable de Jean de La Fontaine qui vous remonte un petit peu à votre enfance. Alors, je vous laisse quelques minutes pour la regarder. Et ensuite, ah ouais, ça remonte, ouais. Mais c'est bien pour cela. Et en fait, l'idée aussi maintenant, c'est de vous permettre de faire le saut, donc de 1900 quelque chose, donc ce moment où vous étiez en train de réciter cette fable, et 2020. 2020, donc aujourd'hui, 2020 veut dire aussi surtout cette phase dans laquelle nous sommes de Covid-19. Et nous avons surtout envie… Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Voilà. Non, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un message sur la vidéo. Donc, 2020, et voilà. Nous avons eu envie de faire une fable de la cigale et la fourmi revisitée version crise Covid-19. Vous êtes prêts? La cigale, ayant été insouciante, bien vivante, tout 2019, se trouva fort dépourvue quand la crise Covid fut venue. Pas un seul petit contrat, du cash en banque ou un PGE. Elle alla crier famine, un plan d'aide, chez la fourmi, son client principal, la priant de lui prêter quelques milliers d'euros pour subsister. Jusqu'à la fin de la crise. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est ni peureuse, ni prêteuse. Ce sont là ses moindres défauts. Que faisiez-vous en 2019, dit-elle à cette emprunteuse? Nuit et jour, à tout venant, je dépensais sans compter. Ne vous déplaise. Vous dépensiez sans compter? J'en suis fort aise. Eh bien, débrouillez-vous maintenant. Voilà, la crise 2020 est passée, Covid-19 est passée par là. Et en fait, nous aimerions bien avoir vos commentaires, là maintenant tout de suite, sur cette fable revisitée Covid-19. Et Elise, si tu peux nous lire les premiers mots. Alors, n'hésitez pas. Pour l'instant, il y a 15 personnes, donc vous pouvez aussi prendre la parole. Ou alors, ouais, nous le dire en direct. La parole, oui, c'est encore mieux. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Nicolas de Martinique. Moi, ça me fait penser à la limite de notre système capitaliste qu'on heurte de plein fouet. Là, on voit que pendant 2 mois, il n'y a pas eu de surconsommation et d'agitation, et que là, on se dit, bah, zut, il faut injecter des milliards pour relancer la machine. Après,
pour l'instant, à part se rendre compte qu'on est pris dans cette machine-là, je n'ai pas trop de solutions, à part dire, ouais, il faut relancer des milliards et essayer d'en mettre quelques-uns dans des actions durables. Mais ça reste qu'on est pris dedans, en fait. Il faut qu'on relance. Moi, c'est ce que ça me fait. C'est ça à quoi ça me fait penser. On a Christophe qui nous dit « Ne pas prévoir, c'est déjà gémir ». Léonard de Vinci. Oui, voilà. Des grands principes. Hein. C'est une phrase que j'utilise notamment en gestion du temps et parce que bien sûr, si on prévoit, y compris parfois l'imprévu entre guillemets, mais ça nous permet aussi de faire face à des situations parfois compliquées, en tout cas de les avoir anticipées. Et puis moi, il me vient une deuxième réflexion sur cette jolie flamme revisitée. C'est alors la fourmi n'est pas prêteuse et pourtant les cigales sont à mon avis nombreuses aujourd'hui et vont beaucoup souffrir. Alors comment faire en sorte que la cigale change son comportement et puisse peut-être aussi être moins négligente peut-être et comment la fourmi peut-elle être plus solidaire? Voilà ce qui me vient. C'est exactement ça. En fait, nous, ce qu'on voulait dire au travers de cette fable revisitée, c'est que les deux comportements comportent en leur sein un certain nombre de dangers, tous les deux, aussi bien donc la cigale que la fourmi. Et je pense qu'il faut, dans un futur proche, le plus proche possible, pouvoir dépasser ces deux comportements. C'était bien ça, l'idée. C'est ça, c'est ça. Puis en fait, c'est aussi montrer que si dans la crise, on fait une demande de coopération opportuniste, ça risque de ne pas avoir les résultats attendus. Parce qu'en fait, ce qu'on veut surtout montrer, c'est que la coopération et la résilience se nourrissent entre elles, mais en fait en temps normal. Et en temps de crise, en fait, elles se mettent en place naturellement, du moins plus facilement. Voilà. Donc, ce qui est finalement important, c'est de savoir préparer les choses dans un processus coopératif, en fait. Voilà, parce que finalement, nos comportements naturels ont du mal à être coopératifs et encore moins dans la résilience. Donc, et tout ça, donc ça s'apprend. Voilà. Ce qu'on veut aussi montrer, c'est que le comportement de la fourmi, oui, c'est clair, c'est plutôt un comportement de repli sur soi, en fait, de protection. Et le comportement, alors qui est un réflexe, hein, le comportement de la cigale est plus un comportement effectivement d'insouciance, de négligence, d'inconscience même. Et ce comportement-là, il peut aussi créer bien d'autres dangers pour d'autres aussi. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, ce qu'on voudrait aussi vous dire, c'est que la coopération, c'est un modèle gagnant et qui a pour but aussi de renforcer les acteurs les uns pour les autres. Donc ça, c'est aussi pour nous important de vous en parler. Et donc, dans l'idée de ce webinaire, on l'a choisi dans l'idée de vous montrer qu'il y a deux processus à mettre en œuvre qui se nourrissent et se fertilisent l'un et l'autre. Et du coup, ça devient vraiment une fertilisation croisée, on pourrait le dire comme ça. Alors, pourquoi est-il nécessaire de coopérer? Qu'est-ce qui mène à la coopération? Et on a eu envie de vous présenter les choses avec plutôt des chemins. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de faire un webinaire avec vous théorique. Ce qu'on veut juste avec vous, c'est montrer peut-être les différents chemins possibles pour nourrir votre réflexion et bien sûr ensuite votre action. Voilà. Et partir aussi de chacun d'entre nous, donc le côté individuel, et puis monter sur le collectif. Et le collectif, quel est-il? Est-ce que c'est l'entreprise? Est-ce que c'est le territoire? Est-ce que c'est le côté filière, si on est dans le monde de l'entreprise? Donc voilà. Alors, sans plus tarder, gardons en tête toujours cette métaphore autour de la fourmi et je vais vous présenter 4 chemins qui mènent en fait à la coopération. Donc, le premier de ces chemins, c'est l'idée de la coopération sous forme d'apprentissage et apprentissage au pluriel. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, apprendre la coopération permet premièrement d'apprendre ensemble et d'apprendre aussi les uns des autres.
Et on apprend quoi? On apprend à se connaître soi, et on apprend aussi à connaître les autres. Et ça permet aussi de développer des habiletés interpersonnelles. C'est-à-dire que finalement, très souvent, on se découvre à travers l'autre en termes de communication, d'écoute, d'aide, d'encouragement. Et on passe du côté sachant au côté apprenant. Et on est sachant, on est apprenant. On est les deux à la fois. Et l'idée aussi, c'est d'aller chercher à devenir aussi des pédagogues les uns pour les autres. Parce que finalement, c'est dans cette coopération qu'on va découvrir véritablement des qualités, des compétences et peut-être aussi un niveau de leadership ou des capacités de leadership plus élevées. Voilà, parce que finalement, notre champ d'expertise n'est-il pas meilleur quand il s'exerce auprès des autres, plutôt que si on le fait tout seul. Et puis ensuite, ces apprentissages, ils se forment autour de fondamentaux, c'est-à-dire finalement des règles du jeu, des règles de fonctionnement, qui commencent évidemment par le respect des uns et des autres, par le plaisir, par l'écoute. Tout à l'heure, on a commencé par le plaisir avec cette histoire de lunettes et de photos. Et puis aller aussi jusqu'à pouvoir prendre la parole librement, donc s'exprimer librement, avoir vraiment cette possibilité de dire les choses. Et puis donc, ce socle de fondamentaux, il peut aussi s'élaborer avec un système de valeurs. Voilà. Si on revient aux animaux, on peut dire que les espèces entre elles, que ce soit les insectes, comme nous, on vient de voir les fourmis et les cigales, enfin surtout les fourmis, elles ont appris naturellement à coopérer ensemble. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est leur survie qui est en jeu. Et elles ont aussi compris que la coopération permet de se renforcer, de durer, et pour nous, les humains, de nous transformer. Ça va jusque-là. Donc maintenant, à partir des apprentissages, eh bien, on va aller vers un autre chemin qui est celui de l'exploration. Voilà, mais celui-là, il ouvre même d'autres chemins, à savoir que les fourmis elles-mêmes, par exemple, elles partent à l'exploration pour se nourrir, mais elles le font avec un but commun, un but collectif, c'est assurer leur survie. Donc nous, les êtres vivants que nous sommes, comment nous pouvons partir à la découverte avec un but collectif? Eh bien, peut-être que nous pouvons aussi faire cette exploration à travers des petites touches, à travers une façon aussi de se mettre en mouvement, d'agir, de rechercher aussi des choses sur le chemin, justement, de cette exploration. Alors, l'exploration demande aussi de partir à l'inconnu, de prendre des risques, de voir peut-être même des choses qu'on avait peut-être mis en place dans les apprentissages et que finalement, dans l'exploration, on s'aperçoit que ça ne marche pas comme on avait pensé. Notamment, on peut aussi vouloir explorer justement le système de valeurs et s'apercevoir que dans l'exploration, ce qu'on avait dit, ça ne marche pas. Ça veut dire aussi que justement, l'exploration permet de voir l'émergence de nouvelles valeurs, de nouvelles façons de faire. Donc, c'est pour ça que c'est important d'explorer. L'exploration, ce que j'y vois vraiment, en tout cas, je pense que c'est un passage qui est nécessaire, mais qui met vraiment dans l'action. C'est vraiment cette… et il met dans l'action en termes aussi d'explorer les différentes interactions que les personnes peuvent avoir entre elles. C'est comme si on se disait finalement, c'est là qu'on apprend le mieux parce qu'on va découvrir vraiment qui nous sommes, encore mieux. Voilà. Je crois d'ailleurs, Jean-Yves, que tu avais une expérience à nous dire. Je voulais juste illustrer un peu ton propos, Flora, pour dire que même dans la crise, on peut partir dans l'exploration. D'ailleurs, que la crise est propice même à l'exploration et simplement relater une expérience que j'ai eue en 2015 lors des jours qui ont suivi le passage de la tempête tropicale Erika sur l'île de la Dominique, où j'ai des activités. On s'est retrouvés, donc on avait pu sauver, nous, nos réserves de carburant
mais l'île était complètement désorganisée. Et puis, on a fallu qu'on fasse un choix par rapport à des entreprises de travaux publics et même un concurrent qui avait été chargé de dégager les routes pour que, que la vie puisse reprendre. Et on a choisi, en fait, d'explorer de nouvelles relations avec ce concurrent en particulier en lui donnant gracieusement donc le carburant, une partie du carburant qu'on avait réussi à sauver. Voilà, simplement pour dire donc que la crise reste également un moment propice à l'exploration et qu'il ne faut pas s'en priver parce que on verra plus tard, ça peut déboucher sur de nouvelles relations. Je te cède la parole. Merci. Alors, on va passer maintenant au troisième chemin, qui est celui des expériences. Et là, cette fois, j'aimerais bien que vous fassiez attention à l'image des fourmis qui est là. Parce qu'en fait, je trouve qu'elle illustre bien l'idée… Merci Christophe. Elle illustre bien l'idée de finalement ce que nous voulons vous dire à propos des expériences. Si on regarde l'image, on voit qu'il y a plusieurs fourmis qui portent une autre qui, elle, se trouve tout en haut. Ce qu'on pourrait dire à travers cette image, c'est que la fourmi qui est tout en haut, elle a l'expérience de la confiance qu'elle peut avoir vis-à-vis des autres qui la soutiennent et lui permettent d'être en haut. Donc, elle peut aussi avoir un sentiment de compétence parce qu'elle est tout en haut, elle voit les choses tout en haut. Elle peut même avoir ce sentiment d'être celle qui est finalement le leader de l'équipe puisqu'il voit de tout en haut. On s'aperçoit aussi que celles qui sont en train de la soutenir, ben justement, elles font preuve aussi de soutien et de confiance parce qu'elles permettent à la fourmi qui est en haut de l'être. Et en même temps, si vous regardez un peu plus en profondeur cette image, vous allez voir qu'au fond, il y en a une qui est allongée. Et elle est allongée parce qu'en fait, elle se repose. Et en même temps, on pourrait se dire, eh bien, c'est pas qu'elle soit pas capable, mais c'est qu'elle est dans un moment de faiblesse et les autres le savent. Alors, pourquoi c'est important de se dire cela? C'est que être solide et être faible, ça fait partie des expériences à avoir en temps normal. Parce qu'en temps de crise, on va aussi le vivre. Ça veut dire que l'idée de se développer dans le soutien et la confiance permet d'accepter que l'on puisse être solide ou faible de temps en temps. Et que celui qui est fort prend le relais. Celui qui est faible, il se repose et il revient plus fort plus tard. Donc, c'est important d'être vraiment dans cette idée-là parce que, en fait, là, ça permet d'aller chercher ce sentiment de compétence qui donne l'idée que je me fais confiance. Et si je me fais confiance, eh bien, c'est immédiatement un lien avec la notion d'estime de soi. Et ça veut dire que cette estime de soi, on la partage avec les autres. Ça veut dire que je sais que je peux compter sur les autres. Je sais que je peux m'appuyer sur les autres et les autres peuvent également s'appuyer sur moi. Donc, la notion de soutien et confiance sont vraiment importantes. Pourquoi c'est important aussi d'aller chercher des expériences? C'est qu'on apprend à vivre les crises quand on est dans ces moments-là. On s'entraîne, on se prépare, on sait s'adapter. On trouve même des situations nouvelles par rapport à ce que l'on rencontre. Ça permet du coup justement de faire jaillir ou de faire émerger des compétences qu'on n'imaginait pas. Et c'est aussi important là, c'est d'aller chercher aussi cette notion de non-jugement. Non-jugement veut dire que je ne juge pas, je n'ai pas de sentiment de jugement vis-à-vis des autres, qu'ils soient capables ou pas capables. En fait, on est tous en train d'apprendre et la coopération est aussi un moment ou un processus en tout cas dans lequel on n'est pas en train de faire croire à l'autre ou de laisser l'autre deviner. On n'est pas dans l'implicite, on est dans l'explicite. D'où l'idée tout à l'heure de s'exprimer vraiment.
Voilà, ça veut dire que je dis mon besoin vraiment. Par exemple, si celui qui est faible, il va dire je suis faible, en ce moment ça va pas, je vais me reposer. Voilà. Autre chose, dans ces notions d'expérience, ce qui est surtout important, c'est que chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, ça veut dire qu'on sait qui fait quoi. Et le leader ou les leaders, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, sont connus et reconnus. Et en situation normale ou en situation de crise, on sait exactement ce qu'ils ont à faire et on connaît l'organisation à prendre. Alors, Jean-Yves, maintenant que ces 3 chemins ont été dévoilés, pouvons-nous aller sur le 4e, qui est celui qui finalement permet qui est finalement presque l'aboutissement, on pourrait dire ça comme ça, Oui. des 3 autres. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est bien de bâtir de nouvelles relations. C'est-à-dire de sortir comme on le dit les Anglais, du business as usual pour pouvoir, au travers donc, de ces expérimentations, de ces expériences, créer ces nouvelles relations. Donc, ces relations, ce seront des relations qui vont être des relations sociales, économiques et qui vont surtout être plus franches et avec donc ce but commun, c'est-à-dire de partager de la valeur, de partager ou de créer de la valeur et qu'on pourra ensuite partager. Et tu l'as bien noté, la qualité des interactions est essentielle pour pouvoir arriver à ce but. On est donc dans la relation franche, avec des objectifs communs qui sont connus, qui sont prédéterminés. Et ce qui est aussi important, et ça on l'a souligné, c'est bien le fait que chacun soit impliqué. Donc d'impliquer le plus grand nombre, on va dire, si on ne peut pas impliquer tout le monde, mais au moins le plus grand nombre. Et c'est une condition sine qua non pour pouvoir bâtir ces nouvelles relations et faire en sorte qu'elles soient durables. Et ça nous fait toucher, en fait, je dirais, le périphérique de l'entreprise et donc parler un peu de toutes ces nouvelles politiques de responsabilité sociale et environnementale qui vont, on l'espère, être mises en œuvre dans les poursuites de cette crise Covid-19 qui, on voit, a cette capacité à provoquer un certain nombre de changements et on espère que ces changements vont être salutaires. Et c'est donc vers ces nouvelles relations aux autres, à l'intérieur de l'entreprise, aux autres aussi à l'extérieur de l'entreprise, mais aussi les relations avec le vivant, avec l'environnement, qui doivent être consolidées et par cette coopération nouvelle et par cet esprit de coopération qui semble plus que jamais important à développer. Voilà, donc c'est bien le but ultime de la démarche de coopération, avoir ces nouvelles relations. Et donc, comment pouvons-nous donc à présent capitaliser sur ce chemin de coopération pour accéder et construire cette résilience, Flora? Oui, ben, en fait, c'est important de dire aussi à propos de ces 4 premiers chemins qui mènent en fait au processus de la coopération, de dire que sur ce processus de la coopération, c'est important d'entraîner le plus grand nombre de personnes. Pour une raison simple, c'est qu'elles auront le plus grand nombre d'interactions. Et du coup, ça permet justement maintenant d'aller vers cette résilience à construire et donc d'ouvrir un autre chemin. Voilà. Alors là, l'idée que nous avons de la résilience, c'est de le faire sous l'angle un peu systémique et de partir en fait de la résilience individuelle, mais ensuite pour la monter de plus en plus vers la résilience territoriale. Et donc, on va prendre là aussi plusieurs chemins. Donc, voilà. Donc, on rentre maintenant dans cette partie de résilience. Alors, j'espère que vous voyez ce schéma que j'ai tenté de faire pour vous montrer vraiment le côté à la fois systémique, mais surtout les interactions qu'il y a entre la résilience individuelle, qui part donc de chacun d'entre nous, qui mène ensuite à la résilience collective,
euh, organisationnelle, sectorielle ou par filière, peu importe le nom, hein, et puis ensuite territoriale. Peut-être, avant d'aller plus loin, c'est aussi vous donner peut-être un point d'appui en termes de définition qu'on peut se donner sur la résilience. Et puisque là, on vous présente ces 5 niveaux plutôt de résilience, et vous dire que la résilience, c'est en fait la capacité dynamique d'un individu, d'une entreprise, d'un secteur ou de tout un territoire à encaisser un choc, à s'adapter et à se remettre d'un choc, voire à se transformer en fonction des changements qui viennent à lui. Voilà. Donc, on voit aujourd'hui que la notion de résilience a évolué, puisqu'à un moment donné, on parlait surtout de la résilience en termes de savoir surmonter. Et là, on parle plus de, à la fois certes surmonter, mais aussi se transformer. Voilà. Donc, ces notions-là, elles sont effectivement intéressantes à comprendre, puisque aujourd'hui, on est vraiment dans finalement cette notion d'action, voire d'interaction. Alors, justement, cette résilience individuelle, eh bien, on va voir maintenant de quoi il s'agit. Alors, il est aussi important pour nous de vous dire que ces notions de résilience que nous avons choisi de vous présenter, elles sont appliquées au monde de l'entreprise. Voilà, ce n'est pas la résilience du point de vue psychologique ou autre. Voilà, c'est vraiment du point de vue de l'entreprise. Alors, cette résilience individuelle, de quoi s'agit-il? En fait, c'est l'idée, j'espère que vous voyez l'image qu'on a souhaité vous mettre, c'est une fourmi en fait qui a attrapé une proie, mais plus grosse qu'elle-même. Hein. Et c'est l'idée aussi de vous montrer qu'on a tous, quand le confinement a été annoncé à la date du 16 mars, on s'est tous confinés le 17 mars, on est tous rentrés dans une situation où on s'est tous dit, là, il faut qu'on puisse s'occuper de soi. Et même, vous l'avez vu, dans certains magasins, il y a des personnes qui ont été dévalisées les rayons parce qu'elles avaient vraiment besoin de se protéger, en fait. Voilà, donc mais parfois, en fait, la résilience individuelle, l'inconvénient qu'elle peut avoir, c'est qu'elle peut être perçue comme étant égoïste et plutôt dans du chacun pour soi. Voilà. Et donc, la personne qui est uniquement dans cette résilience individuelle, elle va avant tout se préoccuper d'elle-même. Donc, alors, c'est pas que cette résilience individuelle n'est pas nécessaire, elle est au contraire la porte d'entrée. Donc, c'est important d'aller chercher vraiment tous les éléments nous permettant à chacun d'entre nous de nous sentir à l'abri, de nous sentir protégés, en sécurité. De surcroît là, nous l'étions tous chez nous, en fait. Ensuite, si on parle maintenant de la résilience collective, en fait, la résilience collective, elle est intéressante également parce que elle permet aussi, du coup, de passer de la résilience individuelle à la notion de collectif. En même temps, elle n'est pas plus préparée que la première. Par exemple, on s'aperçoit en fait que, je pense que vous avez dû le voir, en tout cas nous ici en Martinique, on l'a vu fortement. À partir du moment où on a commencé à parler du déconfinement, on s'est aperçu que cette résilience collective, la manière dont elle se mettait en œuvre n'était pas vraiment structurée, pas vraiment organisée. Du coup, on a eu droit à de vrais groupes qui se sont mis en place avec des réflexes plutôt de clan, comme, disons-le, les syndicats, les différents maires qui ont choisi de ne pas prendre trop de risques. Qu'est-ce qu'on a eu droit encore? Les enseignants, bien sûr. Ici en Martinique, par exemple, il y a très peu de reprises d'école. Il y a même plutôt une décision qui a été prise pour ne pas reprendre l'école avant le mois de septembre. Les agents territoriaux, pour la plupart, n'ont pas repris leur service. Voilà, donc
ça crée en fait des comportements à la fois de risque, mais aussi de chaos. Et il y a aussi une forme d'indécision donc, dans cette résilience collective. Alors, j'ai envie là de vous donner un exemple alors, qui est plutôt positif, mais qui est peut-être la clé d'entrée, on va dire, de la résilience collective, mais on s'aperçoit très vite qu'on ne peut pas s'arrêter à elle parce qu'elle ne permet pas, en fait, d'aller justement chercher cette notion de se transformer. Voilà. Elle permet peut-être de surmonter, mais pas de se transformer. L'exemple que je vais vous donner, c'est un exemple que j'ai vécu en termes d'accompagnement, coaching auprès d'un manager et qui, au moment où je l'accompagnais, me disait « Flora, j'ai besoin, j'aimerais en fait trouver dans mon management quelque chose qui permettrait à la fois aux personnes avec qui, dans mon équipe, qui soit de la notion de plaisir et de partage. Mais je ne sais pas comment je peux travailler cela. » Quand cette personne m'en parle, on est à plusieurs mois du Covid-19, bien avant. On est loin d'imaginer que ça puisse même arriver. Et en fait, au cours donc, du coaching, ce manager met en œuvre une idée qui est celle de faire un brainstorming avec les membres de son équipe et de partager en fait cette idée qu'il a de qu'est-ce qui pourrait être quelque chose qu'on aurait en commun et qui soit à la fois du plaisir et du partage. Dans ce brainstorming, plein d'idées ressortent et une retient leur attention et ils y adhèrent fortement. Et c'est quoi? C'est l'idée d'un jardin créole partagé. Et donc, ils mettent en œuvre cette idée-là et tout le monde y va. Et du coup, alors, ce qu'il y a d'extraordinaire derrière cette idée-là, c'est que toutes les notions de système de valeurs se mettent en œuvre avec toutes les actions qui vont avec. C'est-à-dire, il faut trouver le bon lieu, il faut pouvoir trouver aussi ce qu'on va cultiver. On va donc justement partager cette culture. On va aussi devoir l'entretenir, s'en occuper, en prendre soin, enfin tout ce qu'on peut imaginer. C'est ce qu'ils font pendant plusieurs mois avec un plaisir inouï et du coup, ça améliore les relations entre eux dans le travail. Ça prend beaucoup plus de sens. Voilà, je vous passe les détails. Arrive le Covid-19. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce manager me dit, Flora, c'était incroyable parce qu'en fait, à tour de rôle, ils sont tous allés sur le jardin créole. Entre-temps, le jardin avait produit des fruits, des légumes et donc, du coup, ça a servi aussi, justement, de résilience collective. Voilà. Donc, cette idée-là, elle est intéressante à regarder parce que, en fait, ils ne savaient pas du tout qu'ils allaient pouvoir se servir de ce jardin créole partagé dans des conditions de crise. Ils n'imaginaient pas. Eh bien, en fait, ça a été le lieu de retrouvailles, en fait. Alors, pas ensemble, puisque ce n'était pas encore l'heure du déconfinement, mais ils ont tous été sur le lieu. Pour clôturer cette partie, je voudrais partager avec vous une phrase, une citation du général De Villiers, général des armées, qui dit « Je ne vaux rien sans les autres ». Voilà, c'est vrai que le monde des armées est un monde où la notion de résilience est particulièrement bien développée. Voilà, donc maintenant, à partir de cette résilience individuelle et cette résilience collective, eh bien, Jean-Yves, je te laisse déployer les choses à partir de ça pour aller vers la résilience organisationnelle. La résilience organisationnelle, c'est donc l'étape suivante, je dirais, qui n'est toujours pas un aboutissement. Mais c'est une démarche qui doit être volontariste et on veut insister là-dessus. C'est une décision, c'est une volonté collective. Alors, il faut savoir également que c'est un processus, c'est-à-dire que ce n'est pas un but, ni une fin en soi, mais c'est une étape primordiale en fait, dans la prise en compte de la crise et des vulnérabilités de l'entreprise. C'est une démarche de vérité, souvent. Comme Flora l'a signalé, c'est souvent, donc, quand on atteint ce stade donc, de résilience organisationnelle, donc au sein de l'organisation, un puissant levier d'optimisation, d'amélioration de la performance. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la performance de l'entreprise en temps de paix, comme on dit, est souvent améliorée
quand on met en œuvre cette stratégie et ce processus de résilience. Voilà, donc ça crée effectivement donc une grande énergie collective au service de l'innovation, en temps de paix, mais aussi en temps de crise, avec donc ces expérimentations et ces processus coopératifs qu'on a décrits dans la première partie. Et c'est surtout, et c'est bien là l'intérêt, puisque nous parlons de crise, un chemin pour rendre l'entreprise durable, pertinente et utile. Et ces trois mots sont, à nos sens, très importants. Et on s'apercevra que le sens et la notion de métier de l'entreprise va sans doute reprendre toute sa place dans cette crise qui se prolonge et qui va faire émerger un certain nombre d'idées, on pense, positives. Le stade 4, c'est en fait la résilience de filière. Et là, c'est une autre paire de manches, puisqu'il faut sortir de son organisation pour aller souvent vers des concurrents, voilà, des concurrents ou des sous-traitants ou des périphériques, donc des acteurs qui peuvent être vus comme des menaces à certains moments, mais vers lesquels il faut, et surtout sous nos territoires insulaires, souvent aller pour pouvoir bâtir ces résiliences de filières et sectorielles. L'intérêt, il n'est pas forcément évident tout de suite, mais on s'aperçoit sur nos latitudes et dans nos économies étroites et cloisonnées et souvent vulnérables que c'est souvent un facteur de résilience de pouvoir aller vers ses concurrents et de bâtir un certain nombre de choses ensemble. Alors, je dirais que le profit, il est pour tout le monde, pour tous les acteurs, finalement. On a souvent la crainte que ce soit les acteurs les plus puissants qui en bénéficient au détriment des plus faibles. Mais en réalité, si nous appliquons les principes sains de coopération, tous les acteurs en profitent. Alors, c'est une stratégie souvent de défense face à des risques et face à l'instabilité, mais c'est également, en temps de paix, un puissant levier de stimulation en fait, des filières, notamment au travers de l'innovation. Et puis, le dernier stade, et là, on sort de son métier, de ses pairs, et on va là travailler sur une résilience territoriale. Alors, qui ne s'applique pas uniquement aux territoires ultramarins, qui sont géographiquement, je dirais, mieux définis, mais comme nous avons des amis bretons, ça peut être une stratégie de résilience bretonne, par exemple, ou picarde. Donc, on a vraiment cette volonté de penser territoire, et je pense que ça a beaucoup de sens, y compris sur le territoire national. Il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là. Et ça permet aussi, donc, en sortant, et GERM le fait très bien, puisque GERM est multisectoriel, de sortir, en fait, de son métier, de sa propre logique pour comprendre et coopérer avec des chefs d'entreprise, avec des managers qui sont dans d'autres secteurs d'activité, mais qui, en fait, participent également donc, à la construction de cette résilience territoriale. Et pour revenir sur notre biomimétisme avec les fourmis, c'est quelque chose que les fourmis font de manière très naturelle, puisqu'elles coopèrent avec d'autres espèces. Alors, en haut, vous avez la photo de cloportes, qui en fait sont les épurateurs des fourmilières, puisque ce sont eux qui éliminent les déjections des fourmis. Et en contrepartie, eh ben, ils ont la protection de ces fourmis contre des insectes qui sont leurs prédateurs. Et pareil pour la photo du bas, où on voit donc des pucerons qui donc délivrent ce fameux nectar sucré dont se délectent les fourmis, en échange aussi de protection. Donc, on est bien dans une coopération qui crée une interrésilience, qu'on appelle une interrésilience, et qui permet donc sur un écosystème donné, donc un territoire, de faire monter le niveau de résilience, et puis donc de créer une valeur ajoutée, mais une valeur ajoutée qui est là collective. Et c'est bien l'intérêt. Et donc voilà, donc on revient donc à la photo du début. Et la photo du début, ce que c'est,
Ça s'appelle un radeau de fourmis. Alors, ce sont les fourmis de feu qui sont notamment présentes autour de la zone de l'Alabama et du Mississippi et aux États-Unis, et qui, pendant les crises, donc les inondations, se regroupent comme ça pour flotter sur les zones inondées, et ça leur permet voilà, de passer le cap, de survivre à la crise en s'alliant les unes aux autres et pour pouvoir comme ça flotter et passer la crise. Alors, cette résilience territoriale, quand on a réussi à la bâtir, ben, ça permet dans des crises qui sont sévères, et nous, aux Antilles, on connaît bien ces crises, de ne pas perdre les bénéfices qui ont été créés collectivement. Et donc, on en revient à cette notion de préservation du bien commun. En Dominique, ça a été par exemple le réseau routier, les infrastructures, voilà, qui ont été malheureusement perdus. Et puis, ça permet de rebondir plus rapidement à l'échelle du territoire et de ne pas laisser un certain nombre de secteurs de l'économie à la traîne. On s'apercevra dans cette crise Covid qu'un certain nombre de secteurs réussissent mieux que d'autres à s'organiser. Mais on verra aussi que cette stratégie, je dirais, de rebond différencié par secteur va quand même poser un certain nombre de difficultés. Voilà. Et puis donc l'idée, c'est bien de passer donc de cette crise en solitaire à une résilience en solidaire. Et voilà un petit peu le message qu'on voulait vous faire passer. Flora, je te laisse la conclusion. Oui, et puis dire aussi solidaire parce que la résilience, elle est avant tout plurielle. Hein, ça ne sert à rien d'être résilient tout seul, on l'a bien vu tout à l'heure, parce que voilà, ça ne permet pas d'aller vers la transformation finalement après le choc. Alors, juste pour clôturer cette partie, on a vu au tout début de ce webinaire la cigale et la fourmi. On a vu le comportement de la cigale qui est un comportement plutôt d'insouciance, de non-préparation justement. Et en même temps, pourquoi on a voulu insister dessus, c'est que en fait, ce type de comportement peut engendrer en fait du sabotage. Et il faut savoir aussi que ce type de comportement va faire que les personnes, pour qu'elles restent dans la résilience, vont mobiliser des énergies, mobiliser en fait des ressources qui auraient pu être utilisées à autre chose s'il n'y avait pas eu ce type de comportement. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir que, parce qu'on a bien insisté sur la coopération, montrer que les choses se préparent, se mettent en place, il y a des mises en situation, il y a des entraînements. Donc, voilà, donc c'est l'idée de s'entraîner à s'entraider, de se préparer à rebondir parce que c'est vraiment important d'aller vers ça. On n'apprend pas dans la crise en fait. Hein. Donc, on apprend avant et dans la crise, on met en œuvre ce qu'on a appris. Ensuite, c'est de passer de la cohabitation dans l'écosystème à la coopération exploratoire. Parce qu'en fait, la crise va vous amener aussi à continuer à explorer. Il ne faut pas croire que ça s'arrête. Donc, et en plus, on est aussi dans une société dans laquelle, ben, disons-le vraiment clairement, apprenons à vivre les crises. Il y en aura d'autres. Donc, comment on va se donner ces moyens à la fois de continuer la coopération, mais en plus d'augmenter notre résilience et donc du coup d'explorer, d'expérimenter en permanence. C'est ça en fait la fertilisation croisée qu'on voulait vous donner parce qu'on estime que c'est un accélérateur de résilience. Voilà, on n'a pas fini de découvrir tous ces éléments de résilience. Voilà, et puis nous sommes aussi au clair que ce soit l'action individuelle ou les choix individuels, tout cela coordonné conditionne en fait la réussite collective. Donc ça part quand même bien de chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Et ce qu'on se dit aussi, c'est que en fait chaque personne, chaque manager finalement dans l'entreprise a ce rôle finalement de mettre en œuvre. Donc ça, j'ai vu dans un des messages, on parlait de volonté. Ben oui, tout part de la volonté de mettre en œuvre ce processus donc de coopération et allant vers la résilience. Et la résilience,
organisationnelle, parce que c'est avant tout celle-là sur laquelle il nous semble important de nous arrêter pour que au moins l'entreprise puisse continuer à agir et que donc vous en êtes des acteurs clés. Ça, c'est vraiment important de le considérer, alors que vous soyez vous-même à la tête de votre entreprise ou que vous soyez un des responsables ou cadres ou managers de l'entreprise. Mais à vrai dire, à un moment donné, c'est important de s'interroger et d'aller vers ça. Voilà, donc la coopération résiliente, finalement, les deux termes vont bien ensemble, hein, tout simplement. Alors maintenant, on va passer à un autre stade qui est celui de et si nous lancions nous-mêmes finalement l'exploration collective, qu'en dites-vous, hein? Et si nous allions vers ça, c'est le bon moment. Alors, pour y arriver, on vous propose un exercice. Vous allez être amené à taper un code et à trouver l'exercice qui est un sondage dans lequel on vous demande, d'après vous, dans ce processus de construction de résilience via la coopération, que ce soit pour votre entreprise et à votre niveau de responsabilité, et compte tenu du moment que nous vivons, eh bien, quels sont les champs d'action prioritaires. Donc, il y a plusieurs propositions et vous avez à en choisir 3 par ordre de priorité. Ben, finalement, les champs d'action qui vous semblent prioritaires, c'est ressources humaines, hein, gestion de l'information et outils collaboratifs en 2, et en 3, la clientèle. On voit que ressources humaines est vraiment devant. Ensuite, vous avez les fournisseurs et les sous-traitants, la logistique et la chaîne d'approvisionnement, les finances et matériel, équipement en dernier. Voilà. Bon, et ben voilà en tout cas un bon moyen déjà de vérifier que les 3 sujets sur lesquels vous estimez qu'il est important de prioriser finalement votre action en termes de résilience. Oui, Véronique, tu as bien raison, l'humain, c'est clair. Mais comment s'en douter autrement, hein? Pouvions-nous en douter, hein? Mais voilà. Donc, on va passer maintenant à la suite de l'exercice. Alors, on a vraiment voulu faire de ce webinaire un webinaire à la fois où on présente le processus coopératif et de résilience, mais en même temps faire aussi un temps d'exercice avec vous pour que vous puissiez en fait vous-même explorer, expérimenter finalement ce qui est nécessaire pour vous à comprendre, puis du coup à mettre en œuvre dans vos organisations à chacun d'entre vous. Donc maintenant, l'exercice consiste, et là on va avoir besoin de toi, Élise, consiste en fait à prendre donc ces 3 champs. Donc si vous ne les avez pas notés, je vous les donne pour que vous puissiez maintenant les prendre en compte. Donc ressources humaines en 1, en 2, gestion de l'information et outils collaboratifs, et en 3, clientèle. Et donc, l'idée maintenant, c'est que, alors je ne sais pas combien vous êtes à l'heure actuelle, mais on va travailler en sous-groupe de 5 personnes. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous donner un temps de brainstorming pour voir à travers ces 3 grands sujets, quelles sont selon vous les actions que vous pouvez faire, les actions prioritaires que vous pouvez faire en fonction de ces trois champs qui ont été déterminés. Alors, écoute, c'est parti pour le premier groupe. On avait Jennifer, Marie-Christine, Sophie et Stéphane. Voilà. Donc, à vous la parole. In extremis, Sophie m'a dit tu vas rapporter, donc je vais rapporter pour le premier groupe. J'avais entendu Sophie. On est là, on est avec toi, Marie-Christine. Solidaire. Merci. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, nous, on a travaillé uniquement, on a réfléchi uniquement sur l'axe 1 et l'axe 2. Sur l'axe 1, donc la partie RH, l'idée était par exemple d'identifier, de créer des collectifs de personnes qui peuvent travailler ensemble pour quelque part être un peu pluriel dans l'entreprise. Garder le lien aussi durant le confinement pour que chacun
participe à sa manière à la vie de l'entreprise et du coup, les gens se sont sentis reconnus et toujours présents. Donc aujourd'hui, la reprise est plus simple grâce à ce lien et chacun ayant participé de près ou de loin, il y a eu, oui, ce lien. Et ça, c'était donc pour l'axe 1 en RH. Par extension, on peut même dire garder le lien dans cette période aussi où parfois dans l'entreprise un petit peu éclatée, on a des gens qui restent à distance en télétravail. Et concernant l'axe 2, gestion de l'info et outils collaboratifs, eh bien, on a évoqué plusieurs types d'outils collaboratifs, de modes de visio, Meet, Google Meet, Zoom, Teams et ainsi de suite. Et on a évoqué aussi la possibilité d'ouvrir des comités transverses dans les organisations, ouvrir ces comités de direction ou comités d'exploitation qui sont parfois très consanguins et refermés sur eux-mêmes et qui se privent du regard sur certaines problématiques de gens qui n'en font pas a priori partie et que l'on pourrait inclure ponctuellement ou régulièrement dans ces comités. Donc, ouvrir des comités transverses. Et nous nous en sommes arrêtés là. Sophie, Jennifer, Stéphane? Il y avait juste aussi cette idée d'outils collaboratifs à distance pour maintenir un management visuel au travers d'outils comme Paddle. Exact, oui. Voilà, et d'autres. Et au niveau RH, on avait dit redescendre au niveau des sous-ensembles pour essayer d'être plus interactif pendant les périodes où effectivement on n'est pas en contact, pour pas que les gens perdent le fil conducteur avec l'entreprise et qu'ils se sentent bien quand ils reviennent et pas perdus, pour ne pas qu'ils décrochent en fait. Alors, donc nous, on a travaillé en transversal en se disant que le télétravail est une expérience à développer et à optimiser de la sortie de la période de confinement et à maintenir, à élargir, non pas seulement dans la seule enceinte de l'entreprise, mais en interne comme en externe, ce qui suppose d'avoir des outils qui soient performants. Et donc, ça permet de gagner du temps utile pour soi, parce que des collaborateurs, des acteurs de l'entreprise qui sont bien épanouis sont plus performants et plus heureux dans l'entreprise. Et puis, cette façon de travailler avec des outils adaptés, avec une alternance télétravail et présentiel, permet de gagner en agilité, en fluidité, en qualité de travail et qualité d'être. Je ne sais pas si j'ai été complète, madame et monsieur. C'est parfait. Parfait. Merci. En fait, donc vous avez relié les deux thèmes, en fait. Vous les avez reliés. On a tout relié, en fait. Voilà. Hein? Ok, super. Et donc, dans le groupe 3, nous avions Christophe, Laurence et Jean-Frédéric. Il les a rejoints à la fin. Alors, que vous dire donc, avec Laurence, nous avons échangé d'abord autour de la gestion des informations et outils collaboratifs. De la même façon que ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que ce sont des outils qu'on utilisait parfois, mais pas forcément de manière systématique et dont on ne maîtrisait pas forcément effectivement les tenants, les aboutissants, en tout cas pas toute une palette. Et finalement, on s'est aperçu qu'en cette période de crise, de confinement, c'était particulièrement utile, la preuve, hein, ce que fait Germe, et merci à vous, hein, toute l'équipe, de découvrir comment fonctionnent ces outils parce qu'ils, de toute façon, se généraliseront dans l'avenir. Et ça, c'est une évidence que la maîtrise de ces outils, ça doit être parmi nos priorités. Je pense, en tout cas, après, tout dépend de l'activité qu'on a, mais nous concernant, en tout cas, c'était le cas. Et aussi pour étendre peut-être des activités sur des médias sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, etc. On est là aussi sur comment être présent, que proposer. Bref, il y a là de quoi effectivement travailler dans les temps qui viennent.
Également, le fait de travailler sur les écosystèmes dans les entreprises, c'est notamment Laurence qui travaille de cette façon-là, et je lui laisserai compléter si toutefois je ne suis pas tout à fait… cet écosystème qui, avec cette crise, a beaucoup bougé, va encore beaucoup bouger. Quand je dis cette crise, on devrait dire ces crises d'ailleurs, au pluriel. Et comment travailler en systémique, c'est-à-dire de pouvoir repositionner, ne serait-ce qu'avec du mapping, par exemple, donc des dessins, pour pouvoir requalifier les liens entre les acteurs et de pouvoir identifier des points relais qui permettent là aussi d'obtenir des informations. Alors, elles peuvent être ascendantes ou descendantes, sachant que dans la gestion de crise, on est toujours aveugle sur une partie effectivement de la problématique, et il est important d'avoir les informations pour prendre des décisions, voire pour éviter de prendre certaines décisions qui seraient des erreurs. Et d'arriver à parler un langage commun, et c'est particulièrement important. Donc là, à l'intérieur de l'entreprise, également sur la clientèle, qui est un point important, c'est finalement la possibilité peut-être de se recentrer, parce que cette crise du Covid, finalement, nous a fait nous poser et continue à nous poser beaucoup de questions. Et si on veut rester finalement sur des valeurs qui sont les nôtres, avec de l'éthique, peut-être on a intérêt à resélectionner nos clients, peut-être des clients avec lesquels on va encore travailler, ou des profils qu'on va vouloir développer, avec qui on va vouloir développer des liens à la fois bien sûr commerciaux, mais aussi professionnels, et peut-être des gens avec qui on n'a plus envie de travailler. Et dans certains ateliers, c'est ce qui était d'ailleurs été dit par certains de mes confrères et consoeurs. Et puis, alors, qu'ajouter d'autre? Alors là, peut-être, Laurence, si tu es là, peut-être, est-ce que tu aurais envie de compléter ce que je viens de dire? Non, je te remercie, Christophe, c'était parfait. Bon, bien, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire en résumé de nos échanges. Jean-Yves, tu veux commenter en premier? Oui, oui, non, mais c'est intéressant également pour nous. J'ai envie un peu de rebondir sur la restitution du premier groupe. Et de poser en fait une question, est-ce que cette collaboration vers la résilience peut être vue au travers du prisme de la polyvalence en fait dans les entreprises? Est-ce que ce serait bien développer la polyvalence, c'est-à-dire partager plus de compétences, que plus d'individus dans l'organisation partagent une même compétence? Est-ce qu'il faudrait aller vers des apprentissages communs, c'est-à-dire de nouvelles compétences aussi? Ce sont les questions que la première institution me font me poser. Toujours sur une question sur le premier groupe qui me vient à l'esprit, c'est dans votre idée d'ouvrir à des comités transverses, vous le disiez, dans l'idée de le faire de manière ponctuelle, mais ponctuelle sur la durée ou pas? Ça, c'est ma question. Ensuite, concernant le groupe 2, est-ce que dans le groupe 2 a surtout parlé de télétravail et cette idée d'alterner donc le télétravail et le mode présentiel? Et du coup, la question vis-à-vis des clients, est-ce que ce sera pareil, la clientèle? Donc, une clientèle avec laquelle on peut travailler à distance, une clientèle avec laquelle on peut travailler en présentiel? Question. Et puis, alors, l'idée, c'est toujours d'être sur la durée, en fait. C'est un peu mon fonctionnement et mes interrogations vis-à-vis de chacun d'entre vous. Et puis après, c'est juste un commentaire, une appréciation par rapport au troisième groupe. Je pense que c'est vrai que c'est important de s'interroger sur les valeurs éthiques. Donc, cette émergence de nouvelles valeurs, plus vers l'éthique, justement. Et du coup, de s'interroger sur les liens que ça peut créer. Alors, les liens qu'on va arrêter, notamment
Est-ce que certains clients vont arrêter de travailler avec eux, mais pas uniquement que les clients, ça peut être aussi les fournisseurs, les sous-traitants. À vous dire, il y a une vraie interrogation autour de ça. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement pertinent parce que notamment, il y a de plus en plus d'organisations qui veulent aller vers la RSE ou bien même ce qu'on appelle maintenant la raison d'être et qui du coup sont amenées à réfléchir pour être sûres d'avoir le bon écosystème justement autour d'elles. Donc, ça veut dire justement avoir aussi des fournisseurs, des partenaires, des clients qui respectent les mêmes valeurs finalement. Donc, je trouve que ce questionnement-là est très, très pertinent. Bon, voilà, c'est un retour que je voulais vous faire sur vos éléments, mais bravo. Hein. Bravo. Alors, je ne sais pas si… je crois juste vous, moi... Attends, je t'interromps, Flora. Je crois qu'il y avait Jennifer qui était en train d'essayer de répondre, mais elle n'avait pas son micro à la question de Jean-Yves tout à l'heure. Oui. Ok. Et tu n'as toujours pas ton micro, Jennifer. Attends. Voilà, je t'active. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Je voulais juste réagir parce que, effectivement, moi, j'ai trouvé que pendant le confinement, la polyvalence, c'était hyper important. Et je l'ai dit tout à l'heure sur notre entreprise, j'ai une petite entreprise où on est 10. On s'est retrouvés à 2, la comptable et moi, et je travaille dans la location de véhicules longue durée pour les professionnels. Donc, on s'est retrouvés entre la comptable et moi à faire du SAV. Donc, on a fait on s'est vu mécanicienne à des heures perdues, on s'est vu RH aussi parce qu'il fallait réagir face à certains événements. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très intéressant, cette polyvalence. Et quand les gens sont rentrés au fur et à mesure, aussi, j'ai gardé cette polyvalence de manière à ce qu'il y ait du lien qui se crée. Il y a eu un lien vraiment entre nous. Il y a eu du lien aussi avec la clientèle parce que les gens, ils étaient heureux de voir que même si on n'était pas mécano, on pouvait quand même les dépanner, leur trouver des solutions. Et ils ont été beaucoup plus indulgents, beaucoup plus tolérants et nous, ça a permis aussi que je revoie mes process parce que je me suis rendu compte que dans l'entreprise, il y avait beaucoup de process à revoir. Et c'est cette polyvalence qui m'a permis d'avoir ce regard différent. Parfait. J'y vois vraiment deux intérêts. Donc, un, que chacun comprenne un peu mieux le rôle, les fonctions, les problématiques de l'autre au sein de l'organisation. Et puis deux, créer cette redondance qui, à certains moments, peut être extrêmement précieuse pour la continuité d'activité. Donc, j'y vois vraiment ces deux bénéfices très, très importants en gestion de crise. Et c'est très vrai parce que, en tant que responsable, je leur ai souvent dit, je ne comprends pas pourquoi tu appliques pas telle procédure dans tel service. Et en fait, quand je me les suis appropriées, que j'ai dû les faire à leur place, je me suis rendu compte que je leur demandais des choses presque impossibles. Et donc, et du coup, ça aussi, ça m'a permis de revoir ma façon de manager aussi pour moi. Parce qu'il y a des choses que je leur demande qui, dans le temps, c'est impossible de le gérer. Ouais. D'où, en fait, Jennifer, ça renforce vraiment ce qu'on a présenté en termes de processus de coopération, d'expérimenter, d'explorer le plus que possible. En fait, la coopération, on n'a pas dit, mais c'est totalement différent de la notion de collaboration. Voilà, parce que, on ne va pas le refaire là, mais c'est important de comprendre que la coopération, c'est un niveau vraiment au-dessus. Ça veut dire qu'on est au clair sur le but que l'on poursuit en commun, alors que la collaboration est plutôt reliée, finalement, on pourrait presque dire, c'est relié au contrat de travail. Donc, on n'est pas dans le même registre. La coopération, c'est vraiment un niveau supérieur. En fait, ce qui doit vraiment être peut-être dans votre esprit, c'est de vous dire que ce processus coopératif, il est vraiment un levier de résilience, finalement. Donc, c'est important de travailler sur la qualité de la coopération dans l'entreprise. Voilà. Et puis, comment développer cette capacité ensemble à coopérer. C'est vraiment, ça doit vraiment être dans l'idée de développer des capacités. Voilà. Il n'y a qu'à voir les entreprises aujourd'hui qui ont très, très vite su s'adapter, surtout s'adapter pendant la crise.
et qui maintenant peuvent se permettre de rebondir et de se transformer, ben, c'est celles qui avaient justement déjà travaillé les processus. Voilà. Et puis, c'est aussi l'idée de se dire, en fait, il faut apprendre maintenant à savoir vivre les crises. Et c'est pas une façon d'avoir peur, c'est pas ça l'idée, c'est plutôt d'être conscient en fait. C'est une prise de conscience que on est dans un monde qui bouge très vite et voilà, donc les événements arrivent et comment on se donne cette possibilité, cette opportunité finalement de s'adapter. Voilà. Tout à l'heure, Véronique disait dans le chat, il faut aussi de la volonté, un leader, voire un visionnaire. Et je voulais rebondir sur cette idée parce que je la partage totalement. C'est que pour que ce, on va dire, monde nouveau, allez, on va l'appeler comme ça, en tout cas, fonctionnement nouveau puisse arriver, c'est que on va avoir besoin des gens qui tirent, des gens qui montrent l'exemple, donc des leaders à la fois visionnaires et inspirants. Et je pense qu'on a beaucoup à s'interroger en tant que manager dans l'entreprise, y compris dans la coopération, pour réussir à finalement relever ce vrai défi de créer une impulsion, voire une masse critique, entre guillemets, dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes qui vont entrer dans le jeu, qui vont dépasser leur peur aussi, parce que ça, c'est pas la moindre des choses. Et puis, surtout par rapport à l'avenir qui arrive. Et de réussir à finalement être, on dit dans le même bateau, mais en tout cas, de réussir ce défi, ce challenge, de passer, comme tu disais, de collaboration à coopération. Et là, ça va nécessiter de belles soft skills, comme on dit, hein, de belles qualités managériales et relationnelles. Et ça va être absolument nécessaire, je crois. Puisqu'on est vraiment dans le choix de la pertinence, et surtout, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les idées du premier groupe sur le fait de créer des comités transverses, c'est qu'aller chercher des leaders à des endroits où vous n'imaginez pas en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont à tous les niveaux de l'entreprise. Et si vous les mettez uniquement en haut, vous vous plantez, parce qu'en fin de compte, la crise révèle toujours que ceux qui semblent solides en temps normal ne le sont pas en temps de crise. Donc, puisqu'on est sur l'angle de la résilience, donc allez plutôt chercher des leaders à tous les niveaux de l'entreprise. Ne serait-ce que parce qu'après, l'organisation, elle est rodée, hein, tout simplement. Si on ne le fait qu'à la tête, c'est sûr qu'on est plutôt dans une résilience collective si on ne fait qu'à la tête. On n'est pas dans la résilience organisationnelle. Et ça permet de faire adopter aux gens qui ont émis les idées, les nouveaux process et les nouvelles idées. C'est clair, mais c'est clair. Et puis surtout, les valeurs sont partagées. Parce qu'à vrai dire, la résilience, elle fonctionne que si les valeurs sont partagées. Soyons clairs aussi. Hein. Donc, c'est tout qui s'enchaîne, en fait. C'est que de l'entraînement. C'est vraiment que ça. Mais à partir du moment où on l'a fait, en fait, parce que souvent, on voit des entreprises qui ont un tas de valeurs et puis on s'aperçoit qu'après, à un moment donné, c'est que des mots, en fait, c'est que de l'affichage, c'est pas du tout vécu par les personnes dans l'organisation. Voire même, moi j'ai un client en ce moment qui me dit, mais Flora, en fait, il faudrait même qu'on travaille pendant 3 ans ensemble parce que on a affiché des valeurs, mais à vrai dire, aujourd'hui, comme les gens viennent d'être recrutés de surcroît, ils se demandent si vraiment les gens partagent ces valeurs-là, et c'est clair que non. Donc, voilà, donc c'est pour ça que les valeurs, il ne faut pas que ce soit simplement une belle charte écrite, voilà, affichée, placardée chaque année. Voilà, c'est important de les vivre. Parce qu'en même temps, pourquoi l'intérêt des valeurs? C'est que c'est elles qui déterminent les comportements après. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental. Voilà. Pardon. Oui. Quelqu'un qui Laura, pour compléter, oui, c'était juste pour compléter et répondre à la question que tu as posée concernant le groupe 1. Est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est dans la durée ou c'est ponctuel dans la durée que d'élargir les comités? Je dirais que je rajouterais, en fonction des problématiques, on implique les uns ou les autres, parce qu'on ne peut pas impliquer toujours tout le monde systématiquement, mais si on le fait de manière vraiment agile, on le fait au cas par cas. Et selon les problématiques, on va chercher l'un ou l'autre. Et tout le monde dans l'entreprise, au final, se trouve successivement sur différents niveaux, sollicité et impliqué dans la résolution du problème. Donc, c'est effectivement ponctuel, mais c'est sur la durée. Voilà.
Non, ouais, non, mais je te rejoins. Puis c'est surtout, n'oubliez jamais ce mot qui est de plus en plus utilisé, que le mot transformation. La transformation, c'est aussi un processus. Donc, c'est pour ça que j'ai exprimé ça sous l'angle de la durée. Voilà. Puis nous, on est des personnes qui avons besoin de créer de nouvelles habitudes. Hein. Sinon, on est dans les zones de confort, vous le savez bien. Donc, voilà. Merci, Marie-Christine, pour cette réponse. Simplement pour dire que c'est un peu notre ressenti. C'est-à-dire que dans des discussions avec des assureurs, avec des banquiers, aujourd'hui, toutes ces notions de résilience vont devoir être mises en avant et feront la force des entreprises de demain. Nous, dans les Antilles, qui sommes, je dirais, susceptibles d'affronter des crises, je dirais, récurrentes dans d'autres domaines, on sent bien aujourd'hui qu'on est clairement dans cette dynamique. Et j'encourage fortement les entreprises hexagonales à s'inscrire dans cette dynamique, à s'inspirer de ce que les ultramarins peuvent vivre avec leurs spécificités pour pouvoir justement mieux se préparer, anticiper un certain nombre de risques. Juste pour l'anecdote, je remarquais la semaine dernière que le moustique tigre, donc vecteur de la dengue, qui est un facteur important d'absentéisme à certains moments dans nos territoires ultramarins, avait déjà pratiquement rejoint le nord de la France. Donc, on voit bien qu'il y a des menaces qui vont arriver sur le territoire hexagonal et profiter, et vraiment cette interaction avec les territoires ultramarins est source de fertilisation croisée, puisque c'est le terme qu'on a utilisé, et puis donc de partage de connaissances. Et vraiment, merci pour ce moment. Flora? Ouais, Sophie dit merci. Voilà, merci. Franchement, ce mot-là, des fois, il est dit comme ça, mais là, j'ai vraiment envie de vous dire un énorme merci parce que vos idées, vos retours, puis là, vos mots, voilà, c'est pour nous important de les recevoir. Et en tout cas, dans cette idée de webinaire qu'on a eu à mettre en place avec vous, c'était vraiment l'idée de partager, voilà, de partager vraiment des visions, des valeurs, aussi une nouvelle perspective hein, d'entreprise, d'organisation, de travail. Voilà, et puis s'il fallait même aller jusqu'à peut-être créer un nouveau concept, on s'était dit, Jean-Yves et moi, qu'on pourrait maintenant créer le concept de co-résilience. Hein, voilà, parce que c'est l'idée de la faire ensemble et pas uniquement à l'échelle territoriale, parce que le territorial veut dire qu'on reste encore sur un territoire, alors que là, ça pourrait être à l'échelle de toute de la France, en fait, donc en incluant toutes les régions outre-mer, n'est-ce pas, Jean-Frédéric? Donc, on a vraiment beaucoup de choses en commun. Et le côté commun qu'on a, c'est que nous sommes une communauté de destin, on est des personnes humaines vivant sur un territoire national. Donc, et on s'aperçoit en ce moment, avec cette crise Covid-19, qu'on parle de la France et on parle de d'autres pays, comment Covid-19 traverse la France, donc on est tous concernés. Voilà, donc c'est vraiment cette idée de le vivre à un niveau plus élevé que notre propre personne et notre propre entreprise. Sinon, on reste encore dans des comportements toujours de protection, en fait. Voilà. Mais merci, vraiment. C'était un vrai plaisir de préparer cela avec vous. J'espère que vous garderez un souvenir aussi de la fable revisitée de la cigale et la fourmi. Et puis que même la vraie, vous irez aussi la relire parce qu'elle nous a fait plaisir aussi à relire. Bon, voilà. Merci. Élise, on te laisse le mot de la fin. Ouais, merci Flora et Jean-Yves, évidemment. Je compte sur toi, Flora, pour m'envoyer la fable pour que je puisse la transmettre dans le compte-rendu. Je te le redis. Et puis, merci à tous, évidemment, d'avoir assisté à ce webinaire, d'avoir contribué, d'avoir partagé vos expériences. C'est ça qui fait la richesse de Germe. Et moi, j'ai été vraiment frappée là, tout au long de ce webinaire de la correspondance avec Germe, en fait, tous les termes qui résonnent d'exploration, d'expérimentation, de valeurs, de partage de valeurs, etc. C'est des choses qu'on vit chez Germe et ça fait vraiment écho sur ce que vous avez apporté. Donc, merci. Et puis à bientôt en Martinique pour se voir en vrai et vous écouter de vive voix sans écran interposé.